Bonjour Jade, Bonjour, est-ce que ça va? ça va bien? Ok, bon, alors on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, avec ton parcours? Oui, alors donc je m'appelle Jade Lada, j'ai 25 ans, donc j'ai commencé la danse hip-hop, contempo, classique et danse africaine aux EMA à Vitry-sur-Seine. Ensuite, je suis allée au conservatoire régional de Boulogne-Billancourt en cursus contemporain et classique. Puis après, du coup, j'ai décidé d'aller à Nantes au studio de la danse pour faire une formation EAT jazz. Donc j'ai rencontré ma partenaire Valentine Soucy. Donc ça a été un coup de cœur en fait artistique et amical et du coup on a décidé ensemble de monter la compagnie Skanda. Et donc ensuite j'ai poursuivi ma formation en faisant plusieurs workshops à l'étranger. Donc avec des chorégraphes tels que Ofesh Schechter, Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui, etc. Et puis du coup j'ai travaillé aussi avec des chorégraphes. Donc j'ai travaillé avec Fouad Boussouf de la compagnie Masala. Donc ça c'était sur le projet Ballet Urbain. Pendant 3 années, j'ai travaillé avec Ivan Alexandre sur le projet Les Laboratoires Rayonnants. Et là, j'ai aussi travaillé avec le collectif 1.5 Gabriel Houm sur le projet Les Balades urbaines. Ok, ok, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, sur ce que tu fais dans ton quotidien, c'était quoi qui se passe un peu Alors donc en fait dans mon quotidien, moi je donne des cours de danse. Donc je donne des cours de danse hip-hop, renfo et moderne. Ok, Et donc, du coup, je suis aussi la chorégraphe donc, de la compagnie Skanda. Et actuellement, on est en création sur notre projet, notre premier projet professionnel ok. qui s'appelle donc Unsui Nuageo. Ok, ok, trop cool. Est-ce que t'as d'autres loisirs, passions, à part la danse, ou est-ce que c'est vraiment essentiellement la danse et la danse? Alors, donc, il y a beaucoup la danse, évidemment. Après, il y a des compléments que je fais, donc par exemple du yoga, du renforcement, du stretching. Je fais aussi de l'équitation. Enfin, j'en fais Ok, moins maintenant, mais j'en ai beaucoup fait. Et de l'escrime aussi. J'en ai fait vraiment dans ma jeunesse. J'ai arrêté, mais voilà. ok, trop drôle, insoupçonnable. C'est clair, toujours. Trop bien. Ok. Et pour revenir sur ton parcours, au niveau des formations que tu as faites, Ouais. est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi de faire ces formations et comment est-ce que tu les as vécues? Ok. Alors, donc au conservatoire municipal à Vitry-sur-Seine, c'était vraiment pour débuter la danse, etc. Enfin, voilà, être plus dans la découverte de plusieurs styles de danse. Ensuite, le conservatoire régional de Boulogne, j'ai dû passer une audition et j'ai fait un baccalauréat donc particulier, c'est le bac TMD, donc techno, musique et danse. Et du coup, on devait trouver un conservatoire pour rentrer pour ce bac. Et donc, il y avait celui de Boulogne qui m'intéressait. Ça a été compliqué, ces années de formation. Ça a été vraiment difficile mentalement et physiquement. Parce que voilà, j'avais une prof qui était quand même très rude. Hmm. Donc ça n'a pas été tout le temps joyeux. Après, je continuais justement au conservatoire municipal le hip-hop, donc ça c'était un peu mon souffle. Ouais. Mais mes 3 ans de danse contemporaine au conservatoire, c'était pas dingue quoi. J'ai Hmm. failli arrêter la danse après ça. Et finalement, j'ai eu besoin de partir de Paris et donc j'avais vu la formation au studio de la danse à Nantes. Et j'avais envie aussi de toucher à un autre style de danse, donc le modern jazz. Et en arrivant à Nantes, du coup, ça a été une formation qui a été géniale pour moi. Du coup, tant au niveau avec les professeurs que mes amis en fait que je me suis faite. Là, je me suis vraiment faite une super bande d'amis et c'était pas du tout la même pression qu'il y avait au conservatoire, quoi. Hmm. Ok. Et du coup, ouais, tu dis que tu as choisi de faire une formation qui préparait à l'EAT Mm. jazz parce que tu avais besoin de sortir du contemporain à ce moment-là. Oui, voilà. Déjà, j'avais besoin de sortir du contemporain à ce moment-là et en plus, au studio de la danse, il n'y avait pas de formation Ah oui, contemporaine. c'est vrai. Donc déjà, Ouais. voilà. Et surtout, voilà, j'avais fait du contemporain déjà depuis mes 4 ans, quoi. Donc je suis arrivée à Nantes, j'avais 18 ans. Donc j'avais aussi envie d'essayer autre chose. Et en fait, ça m'a plu. Ok. Donc voilà, quoi. Et pourquoi t'as fait. Enfin, tu t'es dit, je fais l'EAT parce que c'est. Enfin, c'était quoi tes motivations, sachant que t'aspirais peut-être pas ou. Je sais pas, ODE. ODE, ouais. Et en fait, c'était vraiment parce qu'il fallait que je trouve quelque chose à Nantes et que je Hmm. voulais partir de Paris. Donc l'EAT en soi, moi j'avais déjà mon DEC au conservatoire de Boulogne.
en contemporain. Donc, c'était vraiment histoire d'avoir une formation de plus. J'étais pas du tout dans l'optique de passer tout de suite mon diplôme de prof de danse. Après, je me suis dit que j'allais sûrement le passer plus tard, mais ça s'est pas fait. Donc, pour le moment, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que, je sais pas, t'as déjà réfléchi par rapport à l'âge que t'as eu lorsque t'as fait les formations que t'avais et le lien que ça pouvait avoir dans le sens où est-ce que, je sais pas, l'âge que t'as eu à un moment T dans chaque formation, est-ce que tu t'es dit, ok, mon âge il a une importance, ça devient un problème, une limite, ou au contraire c'est un avantage, enfin, est-ce que tu sens que l'âge... peut être c'est un paramètre qui rentre en jeu. Alors, je pense que dans les formations préparatoires, c'est-à-dire que les formations avant 25 ans, c'est sûr qu'il faut, je pense, un petit peu s'activer quand même. Par exemple, là, moi, j'ai été au conservatoire donc, pendant mon bac, donc entre 15 et 18 ans. Ensuite, le studio de la danse, c'était à 18 ans. Et après, 19 ans plutôt, après le studio de la danse, du coup, là, j'ai voulu faire des études supérieures en danse, donc ballet junior de Genève, ou d'autres formations comme ça, un peu plus poussées, on va dire. Et là, je me suis aperçue quand même que la plupart, c'était jusqu'à 23-24 ans. Donc, du coup, là, je me suis dit, il faut quand même que je m'active. Finalement, j'ai passé plusieurs auditions pour des écoles. Donc, il y en a où j'ai été sélectionnée, mais je n'y suis pas allée. Et en fait, je me suis dit que j'allais continuer ma formation toute seule en freelance, en fait, et c'était tout aussi bien, quoi. Ok. J'avais plus trop envie, finalement, de faire des formations, en fait. Ok, parce que tu penses que c'est l'âge qui... Au niveau de ta maturité, même, Je suis pas sûre que ça soit par rapport à l'âge. Je pense que oui, c'est plus par rapport à tes expériences, à tes diverses expériences que tu as eues, tu vois, avant. Pour moi, c'est pas trop une question d'âge, en fait. C'est vraiment une question de savoir si on peut se responsabiliser, savoir un peu plus ce qu'on a envie. Et du coup, moi, je l'ai su quand même assez jeune, puisque finalement, j'ai toujours été en formation de danse, en fait. Même quand j'étais à Vitry, c'était quand même un conservatoire, donc t'es quand même dans un rythme, tu vois. Et puis, je faisais quand même, au collège, je faisais quand même à peu près 16 ou 17 heures de danse par semaine. Donc, j'étais déjà dans un rythme, finalement... Oui, un cursus pré-professionnel. Oui, voilà, c'est ça, assez rapidement, donc voilà. Ok, je check juste, mais non, ok, c'est bon. Je parle trop. Non, pas le temps si ça filme toujours. Ouais. Ok, donc par contre, ouais, tu sens que ça... c'est quand même un paramètre qui peut rentrer en jeu, l'âge. Enfin, je veux dire que parfois, ça peut avoir une certaine importance en fonction de ce que tu veux faire. Oui, et puis je pense que c'est sûr que pour les personnes qui commencent plus tard, on va dire que plus tu commences tôt, plus tu as des opportunités plus rapidement. Mais c'est sûr que l'âge, en tout cas pour les formations, c'est un paramètre. Après, là, on parle vraiment que des formations. Ouais, c'est ça. Pas du métier de danseur, ou voilà quoi. Ok. Donc, on y reviendra, mais c'est intéressant que tu distingues déjà, même quand tu expliques. Est-ce que tu peux parler de la relation que tu as avec ton genre, donc qui je présume est féminin, en lien avec les formations que tu as faites et là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'était un paramètre qui a pu jouer en une faveur ou défaveur à certains moments? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu t'es déjà dit peut-être ça rentre en jeu sur certaines choses ou pas? Ou est-ce que t'as jamais réfléchi à ça ou... Alors, en tant que femme, dans mes formations, j'ai pas eu de soucis particuliers. C'était assez... En plus, on était tout le temps quasiment entre filles, donc voilà. Après, c'est sûr que c'est plus après, dans les auditions vraiment plus professionnelles, dans les compagnies, etc., où je me suis quand même aperçue qu'on était énormément de danseuses. Et donc, finalement, c'est vrai, les danseurs ont plus de facilité d'accès, je sais pas pourquoi, parce que finalement maintenant il y a quand même énormément de danseurs aussi, mais voilà, il y a beaucoup de chorégraphes qui recherchent des hommes. En fait, je pense que les chorégraphes, pas tous évidemment, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui arrivent plus à travailler avec des hommes. Peut-être qu'il y a un truc, je sais pas quoi, et peut-être qu'ils pensent qu'on est plus compliqué les femmes, je sais pas. Mais souvent, c'est vrai que en tout cas en ce moment, il y a quand même beaucoup de recherches d'hommes, quoi. Ouais. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, on a la sensation de ne plus avoir vraiment sa place. Parce que y a trop de gens, en fait. Il y a trop de danseurs. Et donc, en tant que femme, ça peut être compliqué parfois, quoi. Ok, attends. Ça s'est coupé. Ça s'est coupé, ouais. Mais alors, attends. Rappuyer. Ok, c'est bon. C'est qu'à mon avis, ça faisait longtemps que je l'avais pas touché. Ouais. Ok, ouais. Donc, par contre, tu penses que, encore une fois, c'est un paramètre qui parfois peut jouer en la faveur ou en la défaveur? Ouais, je pense, oui. Ok.
Ouais, vas-y. Non, voilà, après, par contre, en tant que femme, vraiment, enfin, je sais pas après si tu veux pousser un peu plus ta question, mais il n'y a pas eu de trucs par rapport aux femmes avec des hommes ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, non, mais ma question c'était vraiment, est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme, dans cette volonté de se professionnaliser, des fois ça peut. Enfin, dans le sens où est-ce que c'est un paramètre qui est complètement neutre, ou en fait, des fois pas vraiment, parce que justement il peut y avoir ces recherches de parité, qui font que du coup, comme il y a plus de femmes qui sont entre guillemets à l'appel, au final, forcément ça réduit juste les chances d'un point de vue voilà, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Ça réduit un petit peu plus les chances, puisqu'évidemment, ils veulent plus de parité et on est beaucoup plus de femmes que d'hommes à danser. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, parce que tu as dit que lors de tes formations, il y avait du coup plus, t'étais plus entre filles, est-ce que t'as senti que, parce que c'est assez particulier quand même de faire ces études dans un milieu où il y a un genre qui est majoritaire, est-ce que t'as senti que ça avait, je sais pas, créé une sororité, ou alors est-ce que ça a rien changé parce que c'était plus un rapport de on est des humains et pas genre on est des meufs, quoi? Ouais. Ou est-ce que... c'est marrant cette question parce que en fait j'ai été un peu toujours dans les deux, parce que du coup j'étais en formation quand même souvent avec des femmes, mais d'un côté, comme il y avait toujours le hip-hop où j'étais, il y avait quand même aussi des gars. Donc du coup, moi j'ai quand même toujours été dans les deux. Mais c'est vrai que, tu vois, même moi en tant que chorégraphe, j'aime mieux travailler avec des femmes. Et peut-être qu'en fait, c'est parce que j'ai été beaucoup plus au contact des femmes pendant mes années de formation, etc. Et je sais pas, j'ai la sensation que je les comprends mieux, qu'on se comprend mieux, que c'est plus simple. Donc après, peut-être qu'effectivement, c'est parce que j'ai été pendant longtemps avec des femmes. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que à un moment donné, pareil, à partir du moment où tu as senti que tu faisais des formations qui commençaient à te professionnaliser, peu importe quand ça a commencé, mais pour toi, jusque là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'avoir à un moment donné basculé un peu dans une nouvelle réalité où tu t'es dit, ok, genre là, je bascule dans le vrai monde professionnel de la danse, je bascule dans des nouvelles réalités, positives ou négatives, enfin, après c'est à toi de dire, mais est-ce que tu as senti que tu as basculé dans un truc où tu dis, ok, là ça déconne pas, je suis pro? Oui. Alors en fait, si tu veux, il y a eu plusieurs étapes déjà dans mon parcours où j'ai monté les échelons dans le sens où j'ai réalisé vraiment les choses. Donc déjà, il y a eu un premier truc, c'est qu'à 13 ans, j'ai passé l'audition du CNSM de Paris en danse classique. Et ça, déjà, ça a été un premier bouleversement. T'as hyper tôt, en fait. Oui. J'ai quand même... tu vois, par exemple, ma première audition, j'avais 8 ans. C'était pour le spectacle du Roi Lion au Théâtre Mogador. En fait, j'avais été jusqu'au bout, etc. Enfin, bref. Mais du coup, voilà, j'étais assez vite quand même dans le bain des auditions, le monde de la danse qui n'est pas juste du loisir, en fait. Pour moi, la danse, ça n'a jamais été que du loisir, même petite. Donc, il y a eu cette première audition qui m'a fait quand même prendre conscience que c'était un monde qui était compliqué. Ensuite, du coup, il y a eu les auditions du conservatoire, etc. Et en fait, après, c'est vrai que après ma formation mathé, là, j'ai commencé à passer donc des auditions pour des écoles, mais aussi des auditions pour des compagnies. Donc, les auditions pour les écoles, c'était déjà différent des formations que j'avais faites. Donc, c'était déjà, je sentais l'avancée quand même au niveau professionnel, on va dire. Et quand j'ai passé des auditions pour les compagnies assez jeunes, finalement, 18 ans, ça peut être jeune quand même. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait encore un monde entre nous et qu'il fallait que j'avance. C'est pour ça aussi que je me suis dit qu'il fallait que je me forme à l'étranger, qu'il fallait que je fasse le maximum de choses possibles pour que je sois, on va dire, polyvalente. le plus... Voilà, c'est exactement ça. Polyvalente, hybride, multitâche, etc. Donc, il y a eu ça. Ensuite, quand j'ai passé de plus en plus des auditions, j'ai senti que voilà, je commençais à aller dans les derniers tours, etc. J'ai senti qu'il y avait encore une avancée. Et ensuite, du coup, l'avancée professionnelle s'est vraiment faite plus par rapport à ma compagnie, où du coup, j'ai suivi des formations. Et là, j'ai senti, ça fait depuis 2016 que j'ai la compagnie Skanda. Et là, depuis 2019, j'ai senti vraiment une avancée professionnelle parce que je me suis formée. Et que je sais plus de quoi je veux parler et que je dois encore apprendre évidemment, mais il y a quand même plusieurs étapes justement dans le milieu où on se rend compte en fait qu'il y a plein d'échelons à passer, quoi. Ok, et c'était ça pour toi principalement, un peu j'ai pas envie de dire le revers de la médaille, mais un peu la claque où tu t'es dit, ok, en fait c'est pas si simple que ça, il y a beaucoup d'échelons et
ça peut ne pas aller aussi vite que j'ai envie que ça aille. Ça, c'est vraiment un truc Oui, ça je pense que de toute façon tous les gens se le disent parce que ça dépend de beaucoup de choses en fait. Le fait d'être dans des compagnies ou de monter sa compagnie, ça dépend aussi des rencontres évidemment. Ça dépend du talent bien sûr de la personne, etc. Mais ça dépend de où tu vas, la rencontre que tu vas avoir. Donc en fait ça dépend vraiment des gens. Il y en a, ils vont faire une audition, c'est bon, ça va être ok, ils vont être pris dans un projet, etc. Mais ouais, je pense qu'il y a plusieurs échelons à passer en fonction des personnes, quoi. Ok. Et c'est marrant parce que t'as parlé de talent. Du coup, ça m'intéresse. C'est quoi pour toi Enfin, le talent. Non, mais c'est vrai, est-ce que pour toi c'est un vrai truc? Ou alors est-ce que tu crois pas sûr. trop Si, complètement. Bah, après, c'est comme tout. Enfin, c'est-à-dire que le talent, c'est hyper subjectif, en fait. Ça veut dire que pour moi, les danseurs, tu vois, quand tu vas voir un spectacle de danse ou... Enfin, il y a déjà quelqu'un qui peut te toucher déjà juste... dans sa présence, en fait. C'est plus ça... que je veux dire, après c'est sûr que pour moi il y a des choses chez des danseurs que je vais tout de suite remarquer et c'est pour moi un talent, mais ça veut pas dire que c'est le talent de tout le monde, quoi. C'est ça qui est hyper important. Justement, c'est ça qui est cool dans la danse, c'est que c'est hyper subjectif. Donc quand je parle de talent, c'est vraiment la personne qui va te toucher par son corps, son côté humain, enfin partout en fait, par sa gestuelle, son énergie, ce qui va dégager, quoi. Sans forcément que ça soit quelqu'un qui soit super technique. Exactement. Ou que tu sens qu'il ait 15 ans de classique dans les pattes. Voilà. Non, c'est sûr que pour moi, le talent, c'est pas forcément... Oui, c'est plus sensible et plus subtil. C'est quelque chose, on va dire, qu'on va pas pouvoir vraiment expliquer, comme quand tu rencontres quelqu'un et que tu as un feeling, en fait, tout de suite avec lui. Pour moi, c'est un peu la même chose. Souvent, je peux avoir des feelings artistiques avec des gens sans même les connaître. Parce que... comme je te disais, il y a des choses qui me touchent tout de suite chez des danseurs de par leur énergie, leur qualité de mouvement, la façon dont ils prennent l'espace et vraiment ce qu'ils dégagent en fait par rapport à leur présence, quoi. Quelque chose d'inné. Ok, mais du coup, pour revenir un peu à ce truc d'étape, non mais pour faire le parallèle, est-ce que du coup tu penses que le fait, enfin plus tu montes les étapes, plus est-ce que quelque part ton aura sensible et ce que tu dégages et ta présence, ça touche plus de monde? Est-ce que peut-être y a un truc de plus je deviens complet et plus je me nourris de plein de choses, plus je vais toucher un max de gens et c'est ça qui fait que je deviens de plus en plus compétente. Et est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec ça ou Alors, je pense que dans tous les cas, effectivement, le fait de grandir, de toucher à plein de choses, en fait, on va plus trouver son identité artistique de par les années, de par les choses qu'on fait. Donc forcément, il y a de la confiance en nous qui va arriver à un moment donné. Donc en fait, c'est vrai que je pars du principe que plus tu te confrontes au monde réel de la danse, donc c'est-à-dire les auditions, aller voir des spectacles, enfin vraiment le monde réel de la danse, et bah plus en fait tu vas nourrir en fait un schéma, en fait tu vas comprendre un peu les étapes vraiment du monde de la danse, et en fait je pense que inconsciemment, enfin tu progresses, puisque de toute façon plus tu fais des choses, plus tu progresses. Donc tu progresses, du coup tu as plus confiance en toi, et puis du coup les gens le voient, puisque quand tu arrives en audition, t'es déjà plus préparé, t'es là pour y aller, tu sens que c'est déjà différent qu'il y a 5 ans, il y a 2 ans. Donc c'est plus ça. Après, le côté où on va toucher plus de gens, ça, je suis pas sûre. Alors on va dire que du côté technique, oui, c'est possible. Après, comme je te dis, comme c'est quelque chose d'inné, ça dépend des gens que t'as en face de toi. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, ça dépend de ça. Et en plus de ça, je trouve que c'est... Là, je te parle vraiment du monde professionnel, des auditions compagnie. Là, je parle pas du tout des écoles de formation. Pour moi, c'est très distinct. Ouais. C'est 2 mondes différents. Ok. Et c'est quoi pour toi la différence, du coup ? La différence, c'est que c'est une formation. Donc, du coup, t'es amené à aller vers le monde professionnel. Alors après, il y a des formations qui sont quand même assez professionnalisantes. Et du coup, tu rencontres plein de chorégraphes et tout. Mais on va dire que c'est pas la même chose. T'es là pour être formé, tandis que l'autre, t'es là pour travailler dans une compagnie, t'es là pour travailler pour quelqu'un, devenir l'interprète de la personne. C'est pas les mêmes... Non. Et même sans parler d'exigence, c'est pas le même travail. Ouais. Parce que dans une formation, tu travailles pour toi, tandis que dans une compagnie, tu travailles pour quelqu'un. Ouais, c'est clair. Mais alors du coup, est-ce que tu penses que dans ces 2 types d'auditions, il y a un côté où, je sais pas, par exemple, moi j'ai l'impression que du coup, si tu auditionnes pour une formation, ils vont peut-être plus regarder justement... oui, certes, si t'as entre guillemets un potentiel artistique, et c'est pas très grave à la limite si au niveau technique, c'est pas ouf parce que ça... Alors attends. Ok.
Et à la limite, si au niveau technique, c'est pas grave, si c'est pas terrible, parce que ça se perfectionne en faisant du classique tous les jours, machin. Et alors que si tu fais une audition pour une compagnie ou pour des formations qui ont le nom de quelqu'un, alors là, il faut avoir une base qui met tout le monde d'accord technique, et puis après, montrer, je sais pas, enfin, c'est genre ta sensibilité, certes, mais tu penses que c'est... Alors, je pense qu'en fait, quand tu fais des auditions pour les formations, je pense que ils regardent aussi quand même pas mal le côté technique. Je pense d'ailleurs qu'ils regardent plus le côté technique quand même que artistique. Okay. Enfin, je pense que c'est un peu moite-moite des deux. Ouais. Mais ils ont envie que ce soit pas quelqu'un qui soit déjà là-haut techniquement, puisqu'évidemment, sinon ça sert à rien d'aller en formation. Ouais. Donc, je pense qu'il y a tout ce processus-là. Donc, technique et artistique, il faut quand même avoir un minimum de technique pour rentrer dans les formations supérieures, c'est normal. Tandis que pour une compagnie, enfin en tout cas moi des expériences personnelles que j'ai eues, ça reste quand même des gens qui veulent voir des artistes qui ont déjà un univers, déjà une technicité. Ça c'est sûr, que ce soit pour les auditions contempo, hip-hop, tout ce que tu veux. Donc il faut déjà en fait que tu aies tout le bagage de tes formations d'avant pour arriver dans une compagnie. Et ensuite ils veulent voir comment eux, ils peuvent en fait te manier comme si tu étais un diamant et en fait te tailler pour que ça soit exactement ce qu'ils veulent dans leur pièce, tu vois. Donc il y a ta sensibilité, mais il faut que toi tu sois adaptable au possible dans ton corps, dans ton esprit pour qu'en fait ça soit ok pour le chorégraphe, quoi, pour que lui il puisse avoir la disponibilité totale de ses danseurs. Mais c'est marrant parce que du coup, moi j'ai l'impression que de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il faudrait quand tu auditionnes pour des compagnies, presque arriver avec une identité hyper forte, où tu sens que la personne elle a vécu des choses, qu'elle est traversée de plein d'expériences, mais en même temps qu'il faut être aussi hyper malléable parce que... c'est clair. Tu vois, c'est ça qui est compliqué, et je pense que c'est ça moi qui a été aussi compliqué dans plusieurs de mes auditions, c'est que tu vois la plupart des gens où j'ai été en audition, pas tout le monde hein, mais il y en a eu plusieurs où j'ai été jusqu'au dernier tour et à la fin ils m'appellent, ils me disent franchement t'es super mais t'as un profil presque un peu trop atypique, etc. Et alors pourquoi? Donc évidemment il y a mon physique qui est quand même, je suis un petit peu atypique dans mon physique. Ah ouais? Bah oui, parce que je suis quand même quelqu'un de petite taille, tu vois, je suis métisse, si tu veux c'est pas que j'ai un physique atypique, mais je suis pas dans les normes déjà en taille réglementaire. Tu vois, un chorégraphe, il va se poser la question aussi, qu'est-ce que ça va rendre sur scène? Donc, il faut que ça soit assez homogène. Donc, ça dépend évidemment des chorégraphes. Ouais. Et il y a des chorégraphes qui veulent pas forcément de ton identité. Ils veulent juste voir un truc technique. Ok, ça rentre dans les cases, c'est bon. Ouais. Moi, après, c'est que je te parle aussi en tant que moi, ce que j'aime voir chez mes danseuses, par exemple, ou les danseurs que j'ai eus, ou même avec d'autres chorégraphes avec qui j'ai parlé. Et eux, ils revendiquent un peu les personnalités des personnes. Et le côté malléable, justement, et adaptable. Mais il y en a d'autres, c'est hyper encore... Ouais, ça dépend vraiment. C'est pas défini. Hein. Bah ouais. De toute façon, le métier de chorégraphe n'est pas défini. Bah genre, ça dépend de toi, en fait. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok. Un autre truc aussi que j'aimerais bien aborder, est-ce que parfois tu t'es confronté à ce caractère un peu bénévole que peut avoir le danseur ou la danseuse multitâche? J'entends par là que souvent que ça soit genre j'ai l'impression que c'est le foyer principal de ça, donc je donne souvent cet exemple, mais genre Facebook typiquement où t'as mais même à travers d'autres moyens de diffusion je pense, où t'as des appels à danseurs ou danseuses pour des projets spécifiés ou pas, que rémunérés ou pas, mais bien souvent pas rémunérés, pour je sais pas des clips ou alors des gens qui ont des projets divers et variés. Donc, et en fait moi c'est un truc souvent dont j'ai envie de parler parce que quand j'en parle en soirée avec des potes qui font des études plus classiques entre guillemets, du coup il y a un truc un peu de je sais pas, tout travail mérite salaire, et en même temps il y a plein de s'il y a autant d'annonces c'est peut-être parce qu'il y a plein de danseurs et danseuses qui acceptent, parce qu'en même temps il peut y avoir, je sais pas, se dire je prends plein d'expérience, je suis pas légitime de prétendre à être payée pour ce que tu vois. Ouais, ça c'est vrai que c'est compliqué et c'est vraiment typique je pense au monde de la danse, de la musique. Parce que je pense que dans le monde de la musique, c'est un peu comme ça aussi. Ouais, même au théâtre et tout, je pense. Ouais, voilà, même au théâtre. Dans le spectacle vivant, en général, je pense que c'est vraiment comme ça. Alors, du coup, oui, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et puis, ça m'arrive encore de travailler bénévolement, évidemment. Mais moi, par exemple, je partais du principe, effectivement, qu'il fallait que je me fasse. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait le côté... en tout cas, quand c'était plutôt des performances et tout ça,
Là, j'essayais quand même qu'on soit défrayé ou qu'on ait les repas. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de salaire quand on dansait. Enfin, puis ça m'est arrivé plein de fois de danser, même moi en solo, il n'y avait pas pour des clips et tout. Et du coup, au début, je me dis, bon, t'es jeune, t'as besoin de te faire un peu des expériences et tout. Maintenant, c'est quelque chose qui n'arrive plus parce qu'au bout d'un moment, je me dis, bon, j'ai 25 ans, ça fait quand même 10 ans que je fais ça, à la limite bénévolement, genre ça va pas quoi. Donc c'est sûr, en plus, c'est un débat justement qui est hyper important puisque genre on est tous à se dire, mais attendez, à un moment donné, il faut qu'on nous rémunère pour ce qu'on fait. Donc ça, c'est sûr. Après, je pars du principe qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants, genre des collaborations. Par exemple, moi, je travaille en collaboration avec une vidéaste qui m'a fait mes vidéos solo. Et du coup, là, c'était cool parce que c'était vraiment une entente de nous deux où elle, ça lui servait pour son travail et moi, ça me servait pour mes auditions, etc. Après, quand c'est pour des clips, par exemple, des clips pour des musiciens et tout, là, c'est pas le même travail, c'est pas une collaboration. Pour moi, là, ça demande d'être payé, comme si un photographe veut te faire un shooting, tu vois. Là, ça demande d'être payé. Par contre, si t'as un pote qui est photographe, il peut y avoir une collaboration. Enfin, il y a un peu des petites subtilités à avoir. Voilà, tout dépend. Et après, nous, avec Scanda, on a fait aussi des représentations bénévoles, par exemple pour des œuvres de charité, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que je trouve que c'est hyper important qu'on soit rémunéré pour ce qu'on fait. À un moment donné, il faut aussi... Mais par contre, je me suis jamais dit... Je suis pas légitime. Ça, c'est jamais arrivé dans ma tête. C'était plus le fait, en tout cas par rapport à Scanda, quand justement on était dans l'optique de faire des scènes à fond, etc. C'était plus, il faut qu'on ait de la visibilité en fait. Et sauf que si t'as pas la visibilité, les gens ils vont pas acheter ton spectacle, ils vont pas te donner des sous en fait. Malheureusement, c'est comme ça en fait. C'est pas moi qui l'ai décidé. Hein. Mais après, maintenant, je pars du principe que si on fait une date, on est payé, quoi. D'accord. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es... Enfin, c'est le temps et ton... Du coup, enfin, tu disais, ouais, j'ai un 5 ans, machin. Mais est-ce que c'est le temps que toi, tu passes à travailler? Le temps aussi, même au niveau quantitatif, même dans le temps, où ça fait un moment. Est-ce que c'est ça qui t'a dit, ok, j'arrive à un stade où je peux me permettre... entre moi-même et même là où j'en suis, de pas accepter de travailler gratuitement Oui, c'est vraiment ça que je me suis dit. J'ai fait énormément de choses avant. Enfin, franchement, entre les scènes et tout, avec Scanda, plus moi, ce que j'ai fait personnellement, je me suis dit à un moment donné, en fait, sinon on va tout le temps me prendre pour une compagnie amateur, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que... et puis aussi, en fait, c'est que j'ai travaillé, en tout cas pour Scanda, je parle. Les danseurs avec qui on travaillait en fait étaient bénévoles quoi, donc du coup je les payais pas et en fait je me suis dit à un moment donné, genre même pour eux, pour moi, pour tout, et en fait il faut qu'on soit rémunéré. Donc maintenant, il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit ça y est, c'est une autre étape de ma vie. Là maintenant je me forme à la gestion d'une compagnie, je passe une autre étape, une nouvelle aventure, et là c'est parti, tant pis, il y aura moins de scènes, mais le travail sera plus de qualité, plus réfléchi, et je serai dans la démarche professionnelle en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi peut-être un moment où on se dit, là je suis apte, parce que plein de choses, à aussi me dire, ok, je suis compétente de gérer ce genre de tâches auxquelles j'ai pas forcément été formée avant. Et aussi, je suis d'accord et je suis prête à passer du temps aussi à démarcher parce que j'imagine que c'est hyper complexe et que ça se fait pas comme ça quoi. Non, c'est long. Donc du coup, je pense que ça demande de l'énergie aussi d'avoir le temps, de prendre le temps de faire ça. Donc je pense que ouais, c'est ça aussi. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, je pense que oui, il y a un moment donné où plus t'as fait des trucs en fait. Et tu vois, par exemple, avec Valentine, on avait fait déjà les 2 créations. Et là, celle-ci, c'est, on va dire, mon premier spectacle seul, en fait. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, j'ai assez donné. Maintenant, il faut aussi que je sache quelles sont mes qualités en tant que... Et aussi me dire, c'est bon, là, je suis apte à gérer les choses, à créer quelque chose, à créer un spectacle. Enfin, voilà, c'est aussi des échelons que tu passes dans ta tête où c'est la confiance aussi que tu prends et tu te dis, c'est bon, là, je pense qu'à ce stade-là, c'est le moment, quoi. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que durant tes formations et même encore une fois ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu as eu l'impression parfois de vivre des dualités un peu entre ce qu'il y avait, on peut appeler ça comme on veut en fonction de chacun, mais dans ta tête, dans ton esprit et ton corps,
Dans le sens où, est-ce que des fois, il y avait des trucs que tu voulais faire, mais tu pouvais pas, ou enfin, est-ce que tu sentais qu'il y avait des dualités? Peut-être aussi liées parfois à ce truc assez récurrent de bah, je vais me blesser, comment est-ce que je gère ça? Ouais. Enfin, tout ça, le rapport au corps, tu peux en parler un peu? Ouais, carrément. Alors en fait, c'est marrant parce que je trouve qu'en formation, on parle pas du tout assez du rapport au corps, en fait, mais genre pas du tout. Okay. Et d'ailleurs, je trouve qu'on parle pas du rapport au corps et pas de la respiration. La notion de la respiration dans le corps, qu'est-ce qu'elle amène, la récupération, l'entraînement. En fait, c'est pas des choses dont on parle en formation. Donc du coup, bah, en formation, j'avais un rapport au corps où j'étais consciente de mon corps, évidemment, parce qu'on est toujours conscient de son corps quand on fait de la danse, un minimum en tout cas. Mais j'y allais, quoi. C'est-à-dire que vraiment, même si j'étais blessée, j'allais voir des kinés, des ostéos, mais c'est pas comme si j'étais vraiment en phase finalement avec mon corps. Et donc, j'étais consciente, on va dire, de mes qualités, mes faiblesses, mais c'est presque comme si, avec mes faiblesses, j'étais contrariée par rapport à ces faiblesses. Donc, du coup, c'était pas cool par rapport à mon corps, en fait. Donc, je voulais toujours aller plus loin, sauf qu'en fait, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut gérer son esprit et son corps. Et après, du coup, on va dire que je sais pas comment ça s'est fait, peut-être en grandissant aussi. Et du coup, j'ai eu plus l'habitude de travailler avec mon corps et travailler aussi avec mes blessures. Je me suis dit qu'en fait, déjà, il fallait que je prenne vraiment conscience de mes qualités et de mes défauts dans mon corps corporel qui ne peuvent pas se changer. Parce qu'évidemment, le travail peut modifier ton corps, mais il y a des choses corporellement qui sont pas possibles genre pour quoi, ton corps. Au niveau physionomique? Oui, voilà, au niveau physionomique, par exemple, il y a des gens qui sont très laxes, d'autres où c'est plus compliqué par rapport au dos. Enfin, on a toujours les ouvertures, enfin voilà. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance parce que je suis laxe, donc je suis souple et tout, mais par exemple, au niveau de mon ouverture en dehors, c'est pas du tout ouf. Okay. Mais finalement, ça se voit pas forcément parce que j'ai appris en fait à dompter ça. C'est pas à dompter, mais j'ai appris en fait à ce que ça soit plus vraiment des faiblesses, en fait, que ça fasse partie de moi. Mais finalement, je me suis dit, il y a plein d'autres choses en fait que tu peux faire. Et finalement, en laissant un peu les trucs où tu te dis, oh non, mais genre là, j'y arrive pas. Et en fait, ça part et ça devient autre chose. Du coup, il y a d'autres trucs qui se passent dans ton corps. Donc voilà. Et puis après, c'est vrai que pendant le premier confinement, et le fait d'avoir fait du yoga et tout, de se concentrer un peu vraiment sur soi-même, beaucoup d'improvisation, et là, ça a beaucoup changé. Il y a eu encore une étape de changer pendant le premier confinement par rapport à mon corps. Et du coup, justement, je me suis dit, il faut que je prenne soin de mon corps par d'autres choses. Donc yoga, renfo, tout ça, stretching. Et puis voilà en fait. Truc que tu faisais pas avant en fait. Non. Ah ouais? Non. Ok. Non, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui connaît pas trop ses limites corporelles. Tant au niveau énergie que au niveau corporel, puisque mon corps me permet quand même pas mal de choses, je suis assez disponible. Et du coup c'est là en fait que je peux vite me blesser. Et en fait c'est vrai que le confinement m'a vraiment fait me repencher sur moi-même. Et du coup, voilà, j'ai plus travaillé sur l'entraînement et la récupération, en fait. Mais c'est marrant parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, un peu hors du monde de la danse, on pourrait croire que justement, les praticiennes du mouvement, en tout cas, et les danseurs et danseuses, ils sont hyper au courant ok, je peux lever ma jambe à telle amplitude ou machin, j'ai ça d'énergie, et après, à telle heure, je peux plus rien faire. Et alors que moi, j'ai l'impression, en tout cas, aussi, que en fait peut-être que au fond de nous-mêmes on connaît un peu, mais il y a peut-être encore ce truc de comme s'il y avait des fois un fossé entre ce que je connais et ce que je choisis d'écouter ou pas. C'est sûr. De toute façon, on est un peu sado les danseurs. Donc le problème c'est qu'on est quand même très souvent blessé. C'est pas possible de pas être blessé quand t'es danseur, puisque la charge de travail, elle est quand même importante, surtout quand ça fait déjà longtemps que tu danses, et puis plus tu vieillis, on va dire, plus normal ton corps, il va avoir d'autres difficultés, quoi. Mais je pense qu'en fait, on en est conscient, mais comme on est tellement habitué à danser avec des blessures et tout, du coup, on va toujours un peu au-delà. Mais après, je pense que, par exemple, quand on est blessé, ça dépend des blessures, bien sûr, ça dépend des blessures. Moi, quand j'ai été blessée ces derniers temps, et j'ai quand même travaillé dessus, mais vraiment différemment. Tu vois, genre j'y suis pas allée comme une tarée sur ma blessure. Je me suis dit, ok, t'es blessée, comment ton corps peut s'adapter pour danser différemment et limite... trouver d'autres chemins. Ouais, voilà, tu vois.
L'année dernière, j'ai eu une grosse blessure au poignet, genre je pouvais plus porter une casserole, je pouvais plus... et là, je me suis dit, bah merde, pour le floorwork, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup d'autres chemins sur les épaules et tout, qui ont fait que, j'ai pu trouver d'autres trucs. Après, c'était quand même relou, hein. On est d'accord. Ouais. Mais t'as essayé de prendre ça plutôt comme un nouveau défi qui t'a pleuré sur ton sort. Bah, on va dire que t'es un peu dans les deux. Ouais. Hein, parce que franchement, c'est hard. La blessure, c'est le pire des trucs quand même qui nous arrive à chaque fois. Donc c'est quand même... Peu importe la blessure, c'est toujours horrible mentalement. Donc ça, c'est aussi une réalité. Ah ouais. Moi, franchement, je suis toujours dans le mal quand j'ai une blessure. Déjà, s'il y a un truc dans mon corps qui est pas normal, ça va pas. Ok. Mais c'est sûr que je me dis, bon, bah, autant effectivement pas pleurer sur son sort et essayer d'autres trucs, quoi. Mais bon, il y a toujours un peu la dualité de ça. De toute façon, normal. C'est normal. C'est ton outil, mais à la fois, est-ce que t'as l'impression d'être toujours un tout petit peu... Enfin, genre, t'es toujours un peu blessée, plus ou moins, ou est-ce qu'il y a des phases où tu te dis, ok, là, je suis 100% opérationnelle, et puis quand t'es blessée, du coup, tu travailles autrement? Oui, c'est plus ça. C'est plus ça? Ouais, là, maintenant, je suis plus tout le temps blessée. Avant, je l'étais plus, quand j'étais en formation et tout, parce que, comme je te disais, je tirais trop dessus. Mais maintenant, après, je peux avoir quand même une blessure par année, hein, 1 ou 2 blessures par année. Et quand tu dis que tu tirais trop dessus, tout à l'heure, tu disais, je fonçais un peu... comme ça, tu penses que c'est parce que tu disais, ok, j'ai pas le temps de prendre le temps, peut-être. Ou alors, ouais, peut-être. Franchement, je sais pas. Ok. Je sais pas du tout. Ok. Est-ce que t'as pas souvenir que c'était un truc dont tu discutais avec Non. Ok. Bah non, parce qu'en plus, moi, ça c'était plus quand j'étais en mode formation EAT où j'ai pu avoir beaucoup plus de blessures. Ouais. T'es là, tu sais que t'as ton examen final, donc tu veux y aller jusqu'au bout, tu vois. Et finalement, j'ai passé mon EAT avec quasiment une déchirure à l'ischio jambier. Mais bon, je l'ai eu, ça s'est fait. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a le côté, en fait, où t'es dedans, t'es dans la machine, tu te poses pas trop la question, en fait. Ouais. Donc, c'est dommage. Je pense qu'on n'en parle pas assez en formation aussi. Ouais. Enfin, c'est en général des gens que j'ai entendus qui sont allés en formation... Franchement, moi, on n'a pas vraiment abordé dans mes années de formation. Ce truc de s'écouter. Ouais, s'écouter, la récupération, l'entraînement, enfin, tu vois, des trucs importants, quoi. Ok. En fait, il y a toujours la pratique, donc c'est-à-dire la danse, il y a d'autres trucs comme le pilate, du yoga, il y a plein d'autres choses que les formations, elles peuvent apporter. Mais je pense que c'est important d'avoir des moments de discussion aussi. Verbaliser vraiment. Verbaliser, ouais. Ok, même plus dans une démarche de prévention plutôt que quand ça arrive. Ouais, voilà. Et puis des outils, en fait. Des outils de travail. Même, tu vois, justement, quand j'ai travaillé avec quelques filles qui passaient les EAT avant, je me suis dit, mais elles savent pas vraiment comment s'échauffer, tu vois. Des trucs, en fait, où s'échauffer, c'est pas forcément faire des exercices. Enfin, après, en fait, pour moi, l'échauffement, ça dépend beaucoup des gens. De chaque c'est corps. sûr. Mais, tu vois, il y a plein de trucs, en fait, où je me suis dit, il manque des choses, en fait. Après, on les trouve soi-même après. Mais c'est dommage que c'est pas forcément abordé, je trouve. Après, bon. Oui, d'accord. Ça dépend, hein. Ouais. Ok. Est-ce que t'as une définition... Enfin, en tout cas, c'est quoi pour toi toutes ces appellations de être pro, semi-pro, les vrais danseurs, les vraies danseuses, faire carrière, voilà, tous ces trucs-là, pour toi, déjà, à quel point ça a du sens ou pas? Et est-ce que tu distingues vraiment, et si oui, comment? Franchement, moi j'ai pas trop de différence. Enfin, il y a les danseurs pros et les amateurs, c'est plus ça. Après, les semi-pros, c'est des gens qui sont en voie de professionnalisation, donc ils sont là pour devenir danseurs. C'est juste qu'en fait, il manque entre la formation et la compagnie, en fait. Il manque juste un truc qui fait que, tu vois, la passerelle entre les deux, ça c'est ce qui manque. Mais après, voilà, pour moi, des gens qui sont amateurs, c'est des gens qui ne sont pas rémunérés... En fait, c'est qu'il y a plusieurs types d'amateurs. C'est-à-dire que il y a les amateurs qui ont des compagnies et du coup qui plus tard aimeraient être dans la démarche des subventions et tout. Donc exactement comme j'étais avec Scanda. Donc où on était sur le papier amateur, mais finalement c'était quand même un travail qui était dans nos têtes professionnelles. Tu vois, c'était pas quotidien, mais on était dans une démarche quand même professionnelle. Après, en France, c'est que t'es amateur quand t'es pas rémunéré en fait. Donc c'est ça la différence. Et après, t'as le côté amateur, vraiment, là, les gens, où c'est du loisir, quoi. Ouais. Donc déjà, dans cette catégorie d'amateurs, il y a déjà une différence. Il y a déjà une différence. Après, je pense que ça dépend comment toi t'en parles. Il n'y a pas de...
Tu vois, il y a pas de critères, en fait, spécifiques. Pour toi, un danseur ou une danseuse n'est pas défini en tant que tel à partir du moment où il est rémunéré ou pas. Non. Ok. Non, bah non. Pour moi, quelqu'un qui ça pratique... dépend. Alors, oui, non, mais après, là, on parle de moi. Bah oui, on bien parle sûr. pas des institutions françaises. C'est ton avis qui m'intéresse, ouais. Ouais. Alors, pour mon avis personnel, de toute façon, quelqu'un qui est dans une démarche professionnelle, donc c'est-à-dire qui a un entraînement quotidien, qui est passé par des étapes de formation ou pas, puisqu'en fait, il y en a plein qui sont autodidactes aussi. Mais en fait, pour moi, être danseur, quand tu te qualifies en tant que danseur, c'est que dans ta tête, tu sais que bientôt, on va te payer pour ça, tu vois. D'accord. C'est plus ça que... Enfin, voilà, quoi. Ok. Non, mais parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui ont du mal à se dire, ok, je suis danseur ou danseuse. À partir du moment où ils sont pas payés pour ce qu'ils font. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai ont du entendu mal à se plusieurs fois définir, ça. tu vois. Et du coup, de la même façon que je pense que c'est plus évident de se définir, en tout cas, comme un professionnel de la danse, quand, par exemple... peut-être pas le BAT mais quand t'as ton DE et du coup bah là t'es prof et même si t'es pas encore payé pour parce que t'exerces peut-être pas encore ou tu fais des trucs dans des assos des trucs hyper alambiqués machin, mais comme t'es diplômé, alors que certes il existe des diplômes pour diplômer les danseurs, mais j'ai l'impression que c'est moins, peut-être comme il y a 10 000 façons. Et bah, du coup, sûr. c'est. En fait, c'est qu'il y a 10 000 façons, et surtout en France, il y a trop d'étiquettes, de trucs où du coup, t'es perdu en fait. Mais pour moi, quelqu'un qui est danseur, comme je te dis, c'est quelqu'un qui fait des projets, qui est dans le monde de la danse en fait. Son quotidien, c'est la danse. Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui est danseur en fait. Ok. Et après, voilà, s'il est rémunéré, c'est ça, on va dire qu'il met l'étiquette du intermittent danseur. Ouais. Mais sinon, voilà quoi, il y en a plein, il y a beaucoup de gens qui sont danseurs en fait. Ouais, ok. Et de la même façon qu'après faire carrière, encore une fois pour toi, c'est... Parce qu'évidemment ça dépend de plein de monde, de chacun et chacune, mais pour toi, est-ce que c'est déjà un truc auquel des fois tu... Parce que le truc de faire carrière, c'est... Faire carrière, en plus, c'est marrant comme mot. Bah ouais, mais faire carrière, je dirais que c'est un peu trop. Ouais. Mais... Parce qu'il y a des gens qui aspirent pas à ça, hein, mais... Enfin, tu vois... Oui. Bah, de toute façon, moi, je pars du principe... j'ai toujours été dans la danse. Donc, de toute façon, je serai toujours dans la danse, je pense. Mais après, pour moi, ce qui est important, effectivement, là où j'en suis maintenant, c'est que je travaille avec d'autres compagnies. Parce que là, maintenant, je ressens que là, j'en ai besoin de travailler avec d'autres compagnies pour nourrir aussi mon métier de chorégraphe. Donc voilà, après, faire carrière, on n'en sait rien, quoi. Franchement... Je sais pas quoi. Ouais. Pour moi, ça reste trop famous quoi. Mais c'est pas un truc auquel tu dis putain, enfin c'est pas un goal. Non, pas du tout. Ouais, non. Ok. Ce que je veux, là, mon but principal, c'est avoir de l'argent pour m'accompagner, rémunérer mes danseurs, me rémunérer. Ça, c'est déjà le truc principal. Parce qu'en fait, moi, je vis déjà de la danse depuis longtemps en donnant des cours. Après, c'est vrai que j'aimerais vraiment vivre de la danse aussi en tant qu'intermittente. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est plus des objectifs plutôt que de me dire je veux faire carrière. Faire carrière, c'est pas ça. Ok. Et du coup, parce que oui, c'est un truc que t'as dit et dont on n'a pas beaucoup parlé, mais du coup, tu donnes des cours aussi. Ouais. Est-ce que ça, tu le fais parce que ça te fait kiffer, mais entre guillemets, si t'avais pas besoin de le faire pour avoir de l'argent, c'est peut-être un temps que tu mettrais à profit d'autre chose? Ou est-ce que vraiment... l'enseignement, la transmission, c'est aussi un truc qui tu penses inévitablement, entre guillemets, même si t'étais blindée, c'est un truc que tu ferais aussi? Oui, alors oui, c'est sûr, parce que de toute façon, j'ai commencé à enseigner à 15 ans, tu vois. Ouais. Donc déjà, ça fait partie de moi, et puis j'aime beaucoup la transmission et le partage qu'il peut y avoir avec les gens. Donc ça, c'est une évidence que la transmission, la pédagogie sera toujours en moi. Enfin, il y a des gens, c'est un peu plus inné, c'est pas, ça a toujours été dans ma tête. Mais par contre, effectivement, je pense que dans mon parcours, il me faudra des breaks. Ouais. Parce que je veux pas faire que ça. Donc ça, c'est sûr. Je pense que dans le futur, ça sera pas toutes les semaines comme ce que je fais là. En gros, là, j'ai 20 heures par semaine. Et ben ça sera plus des interventions un peu comme ça, tu vois. Genre des stages de temps en temps, des actions culturelles où pendant 2 mois t'es avec des enfants. Je pense que ça sera plus ça. Mais en même temps, je suis un peu partagée entre les deux parce que j'aime beaucoup aussi le fait de voir la progression de mes élèves, d'avoir un lien qui est créé. Mais je pense qu'en fait, ça sera un peu des
comment dire... T'as besoin de te nourrir de plein de choses. Ouais, sans voilà. forcément aspirer à passer absolument ton DE. Ouais. Après, je sais qu'il faudra que je le passe puisqu'on est en France. Ça et que c'est dépend, important. où le vent te mène, mais oui. Mais le problème, c'est que là, j'ai pas vraiment le temps de le Ouais. passer. En fait, je me focalise beaucoup plus sur ma compagnie. Donc voilà, mais on verra quoi. Je me laisse un peu porter par le vent. Là, je suis plus focus sur ma compagnie. Ouais. C'est pas forcément un problème. D'ailleurs, ouais. Non, c'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai plusieurs choses dans la danse. Ouais, ok. Et tu parlais aussi justement qu'il y en a qui passent plus par le fait d'être autodidacte que de faire des formations, dans le sens où pour toi, tu avais l'air de dire que c'était pas nécessaire de passer des formations. Ouais. Alors ça dépend. De développer. Ouais, bien sûr. Alors, je pense que, en fait, le truc, c'est que souvent, c'est quand même plus les danseurs hip-hop qui passent pas par des formations, donc qui sont autodidactes, mais qui finalement, au bout d'un moment, ils se rendent bien compte qu'il faut qu'ils s'ouvrent au contemporain et tout, pour travailler dans les compagnies. Avec ce fameux débat de est-ce que l'hybridation contemporain hip-hop Oui, puis même ce truc de reconnaître, enfin, est-ce qu'il faut un DE hip-hop, oui, bah alors là c'est autre chose. Oui, non, parce mais que c'est pas dans le métier du danseur. Ça c'est le côté prof de danse, tu vois. Moi je différencie les trucs. Ok, mais encore une fois, pour moi c'est pas pareil en fait. Genre, c'est pas la même chose en fait. Enfin, si tu veux, c'est dans le métier de la danse, mais dans les métiers de la danse, il y a beaucoup de choses. Comme un chorégraphe n'est pas forcément un danseur, tu vois. Ok, mais tu vois, c'est moi intéressant. Je le suis, mais en fait, c'est pas. Il y en a plein des chorégraphes qui dansent plus ou qui ont dansé avant, mais ils sont plus danseurs. Donc, bref, on pourra revenir après si tu veux. Ouais. Mais du coup, c'était quoi la question? C'était par rapport au fait d'être autodidacte. Ah oui, pas passer par. Donc en fait souvent, enfin pas tout le temps, mais il y a plusieurs danseurs hip-hop qui sont autodidactes et du coup après ils s'ouvrent à d'autres styles ou à la danse contemporaine si là ils veulent entrer dans des projets de création de compagnie, puisque comme je te disais tout à l'heure, il faut être adaptable et malléable. Donc du coup, il faut passer par plein de choses. Après, je pense que par contre, dans les danses académiques, c'est sûr qu'il faut un minimum technique. Ouais. Mais je pense que, tu vois, je connais une danseuse, elle a fait aucune formation et finalement on en est au même niveau de création de compagnie, elle a son univers et tout. Je pense que en fait ce qui est important dans la formation, c'est d'avoir un rythme qui est régulier, d'apprendre des choses, de structurer ton corps en fait. Mais après, pour moi, les gens qui comme tu veux quoi. Bah oui. Ouais. Comme par exemple quelqu'un qui a juste fait des stages partout, il n'a pas fait une formation. Mais en fait, il s'est nourri de plein de choses. Je pense qu'en fait, ce qui est important pour les danseurs, c'est de se nourrir le plus possible de plusieurs choses. C'est ça qui fait la formation. Enfin, quelque part, c'est juste que c'est pas institutionnalisé de la même façon. Oui, voilà, parce que tu vois, même par exemple, un danseur qui va juste bosser avec d'autres danseurs, et tous les jours, finalement, sa formation, elle sera peut-être méga plus évoluée. Parce que du coup, il aura eu d'autres danseurs qui ont des styles différents, des parcours différents et des projets différents. Tu vois, il sera peut-être presque plus nourri que quelqu'un qui passe une formation qui ne lui plaît pas, où il n'est pas à 100%. Franchement, pour moi, il n'y a pas de chemin approprié obligatoire. Ok. Et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne à ces distinctions parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont du coup en voie de professionnalisation ou qui sont professionnels de la danse, chacun à leur échelle, et qui dansent pour des projets à droite à gauche ou dans des compagnies à droite à gauche, ou de façon plus ou moins sérieuse ou régulière, et qui aussi donnent des cours. Oui, ça c'est très courant, c'est un lien. Parce que c'est aussi une façon de gagner de l'argent, peut-être de façon plus simple, dans un premier temps. Et comment tu distingues être prof de danse, danseur, chorégraphe? Je dirais que pour moi, en tout cas dans ma façon de voir la chose, pour moi en fait, c'est-à-dire que quand t'es prof de danse, t'es pas danseur, parce que c'est des choses qui sont différentes. Comme quand t'es danseur, t'es pas professeur de danse. Mais pour moi, c'est hyper important de lier les deux, parce que les deux enrichissent l'un et l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait les deux. Parce que, par exemple, il y a des danseurs, moi j'ai fait des workshops avec des danseurs en compagnie, dans des très grosses compagnies. Les gars, ils avaient aucune pédagogie, genre vraiment, c'était la honte, quoi. Et là, je me suis dit, mais par contre, mon gars, tu devrais t'exercer à donner des cours. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de danseurs qui travaillent avec plusieurs compagnies, ils savent pas donner des cours. Sauf qu'en fait, c'est hyper important parce que pour moi, la transmission et le côté interprétation et tout, pour moi, tout est lié, c'est sûr. C'est juste que c'est pas les mêmes casquettes. Mais c'est lié.
D'accord. Tu vois, c'est juste qu'en gros, un professeur de danse peut être génial en tant que Pédagogue. pédagogue et puis faire des cours super, mais par contre ne pas correspondre à ce qu'un chorégraphe va attendre de toi En tant que danseur ou en tant danseuse. que danseur ou danseuse. Ouais. Et pareil, pour l'autre côté, un danseur peut être magnifique, génial et tout, mais ne pas savoir transmettre. D'accord. C'est juste que pour moi, l'idéal, c'est d'avoir les deux facettes pour justement qu'en fait, ça soit lié et puis que toi, tu puisses faire plus de choses. Et qu'on peut être chorégraphe et ou directeur artistique sans aussi être danseur ou danseuse ou prof de danse encore une fois. Oui, c'est clair. Parce qu'en fait, un chorégraphe, finalement, c'est quelqu'un qui va mettre en scène, en fait. C'est un peu comme un metteur en scène en théâtre, tu vois. Donc, il y a des chorégraphes qui... Alors, souvent, quand même, la plupart ont eu des expériences de danseurs avant, c'est sûr. On va dire que c'est même mieux. Mais il y en a plein, des chorégraphes qui... C'est même pas forcément des excellents danseurs, mais c'est des chorégraphes de fou, quoi. Et c'est fou comment tu penses qu'ils en arrivent là, alors sans avoir... Bah, c'est juste qu'en fait, je te dis, c'est comme les gens qui écrivent des choses, ou tu vois, par exemple, ceux qui écrivent les chansons, ils sont pas forcément ceux qui les voilà, interprètent. ils les chantent pas forcément, tu vois. Ouais. En fait, c'est juste que quand t'es chorégraphe, je pense, t'as des idées en fait qui viennent en toi et t'as envie de les ressortir en spectacle, vivant, transmettre le truc, mais ça veut pas dire que toi tu pourrais le faire, tu vois. Bah oui, c'est ça. Il y en a qui le font, hein, mais c'est pas la même chose. Ok. C'est pas le même travail. Ok. Et tu penses que souvent les gens qui se professionnalisent, j'ai l'impression qu'on aspire moins facilement à devenir chorégraphe parce que peut-être on se dit que c'est plus difficile ou plus élitiste. Je pense et puis, que au niveau des représentations, c'est pas forcément toujours facile de se raccrocher, tu vois, aux représentations qui existent. Soit parce que c'est des gens qui sont hyper cotés et du coup c'est compliqué de s'identifier et de se dire que c'est possible. Très souvent c'est aussi... Enfin, ça dépend du paysage dans lequel on se trouve, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont chorégraphes. C'est clair. Alors que prof de danse, j'ai l'impression que c'est plus facile de dire ok, je vais tendre à faire ça. Enfin, tu vois. Bah, c'est parce qu'on n'est pas trop au courant en fait, parce que le métier de chorégraphe, déjà, c'est pas un métier dans le... Enfin, c'est-à-dire que y a pas un cachet chorégraphe, tu vois. Donc, du coup, c'est pas vraiment un métier nommé, et en plus, tout le monde peut devenir chorégraphe. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui est compliqué, et les gens doivent se dire oh là là, mais je me sens pas légitime de créer quoi que ce soit, alors que je sors juste de formation, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça, le côté oh là là, faut gérer une équipe et tout. Et après, quand tu connais ce qu'il faut faire en travail administratif, là, il y a ça aussi en fait. Parce que du coup, moi j'en ai parlé avec plusieurs de mes amies qui ont envie de monter des projets, tu vois. Et elles m'ont dit, mais genre, moi j'ai envie de faire de la création, mais là, quand je vois tout ce que tu fais côté administratif, moi ça me donne pas envie, tu vois. Et moi en fait, c'est arrivé un peu par hasard finalement que je sois chorégraphe, puisque j'avais pas forcément envie de faire ça vraiment. Moi, je voulais juste être danseuse et donner des cours, voilà. Et finalement, c'est ma rencontre avec Valentine qui a pas mal changé les choses. Et après, comme elle est partie à Malte, en fait, j'ai dû assumer la responsabilité de Scanda. Et finalement, c'est là où vraiment je me suis découvert plus la fibre, en fait. Même avant, quand on créait en duo, c'était différent parce qu'on était deux. Tu vois, on créait ensemble, il n'y avait pas le côté administratif, c'était un échange entre deux amies danseuses, quoi. Alors que là, du coup, le fait de me former et tout, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, il faut être tellement multicasquette et ça t'apprend tellement de choses, mais je peux comprendre que les gens, ils se disent, c'est une montagne un peu à braver. Ouais. Parce que c'est pas facile, mais en même temps, c'est génial. Hein. Franchement, je suis contente. Ouais. Mais ouais, c'est pas facile. Mais en même temps, rien n'est facile dans la danse, je veux dire, tu vois. C'est clair. Franchement, être prof de danse, c'est pas facile non plus. Hein. Au bout d'un moment, d'avoir toujours les mêmes élèves, créer des cours, c'est énormément de travail. Ouais, non mais je suis bien d'accord, mais des fois j'ai l'impression que ça paraît plus accessible en tout cas, tu vois. Bah parce qu'on n'est pas assez au courant. Bah ouais. En fait, je pense que de toute façon, c'est un peu le souci en France, c'est qu'il y a les formations, ensuite il y a les compagnies. Il manque vraiment une passerelle entre les deux. Donc là, je pense que ça va commencer à arriver, il y a plein de gens qui se posent la question de ça. Mais il n'y a pas assez de lien en fait entre la formation et le monde professionnel, tu vois. Et donc on n'est pas assez au courant des métiers qu'il y a. Tu vois, je pense que dans toutes les formations un peu professionnalisantes, tu vois. Alors EAT c'est différent parce que l'EAT c'est pas destiné à ça. Hein. Mais les formations danseurs-interprètes ou les trucs, je sais pas, il doit y avoir plein de formations un peu comme ça, tu vois, en France. Bah là, faudrait vraiment justement avoir des ateliers de composition chorégraphique, parler administrativement de ce que c'est. Tu vois, aller plus loin en fait, beaucoup plus loin. Mais j'ai l'impression, après
je veux pas parler de ce que je connais pas et j'y connais vraiment rien en tout ce qui est danse urbaine et tout. Ouais. Et d'ailleurs, je suis pas forcément toujours à l'aise de parler de danse urbaine avec cette étiquette parce que je sais que c'est aussi un truc un peu débattu. Mais je vais parler de ça comme ça. Ouais. J'ai l'impression que dans les formations qui sont proposées pour ce type de danse-là, j'ai l'impression qu'il y a souvent du coup un accent qui est mis sur ok le côté administratif, comment... Ah ouais? Ben moi j'ai eu l'impression en tout cas de ce que j'ai vu. Ah bah alors moi je connais pas assez les formations. Ben moi je les connais très peu mais en tout cas je suis plus facilement tombée sur des formations qui proposaient une formation technique en hip-hop diverses et variées avec un côté plus administratif, la réalité en gros de ce que c'est. Et bah, en tout cas j'ai l'impression que ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas dans le milieu académique contemporain, mais j'ai l'impression que c'est effectivement moins présent, comme si il y avait ce truc de attention, chaque étape par chaque étape. Et alors c'est vrai qu'effectivement il y a plein... Enfin quand tu sors de formation et le moment où tu rentres en compagnie, il y a un peu un truc où c'est pas que t'es livré à toi-même parce que... Bah si, c'est ça. Hein. Ouais, mais bah, si. non mais oui bien sûr, mais en même temps tu vois t'as le temps quand même de créer... je sais pas si on peut parler de créer un réseau comme ça, tu vois. Non, mais d'accord, mais créer un réseau et être livré à soi-même, c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que t'es avec toi-même. C'est-à-dire qu'il faut que tu réfléchisses à ce que t'as envie de faire, il faut que tu continues de progresser. Enfin, oui, t'as un peu lâché comme ça, t'as plus de suivi. Donc ça veut dire qu'il faut que toi, t'aies le recul pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu corriges, comment t'avances, tu vois. Donc ça, d'ailleurs, on devrait aussi en parler pour préparer, tu vois. Je pense que ça manque, en fait, on manque de discussion. Ouais. Clairement. Ouais. Tu vois, je pense que c'est important d'avoir la pratique, ça c'est sûr, mais je pense que parler et rencontrer d'autres personnes, tu vois, c'est pas mal aussi en fait. Enfin, moi je vois dans la formation 9.0 que je fais, la formation chorégraphe, ce qui est super bien, c'est que le matin, tu as vraiment une question administrative et tout sur la gestion de ta compagnie avec des membres du réseau qui vont venir t'expliquer leur parcours, donc il y a un réel échange. Ensuite, l'après-midi, tu es avec un chorégraphe qui, lui, t'explique son parcours, comment ça s'est passé pour lui, par quoi il est passé. Il te fait découvrir son processus de création. Mais tu vois, c'est des trucs, en fait, qui... Je pense que c'est important, en fait, d'avoir toutes ces questions-là. Même, pas forcément que pour les gens qui veulent être chorégraphes, mais même les gens qui veulent être danseurs. Développer leur identité artistique, savoir faire des choix, avoir des inspirations. Pourquoi c'est ce chorégraphe que t'aimes? Enfin, tu vois, vraiment aller plus loin, en fait. Ouais. Que l'aspect technique, quoi. Ouais, c'est important, l'aspect technique, hein, mais tu vois, ça fait pas tout. Là, je parle vraiment des formations danseurs-interprètes, hein, plus loin. Hein. Ouais. Je parle pas de l'EAT. Ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais, ok. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que souvent, les formations EAT, ça a été des cases qui ont été cochées avant de faire des formations de danseurs-interprètes. Ouais, c'est peut-être marrant. parce que, je sais pas, moi je me dis peut-être qu'il y a une pression de l'environnement qui dit peut-être il faudrait que tu fasses un truc qui te donne un papier pour prétendre peut-être plus facilement après à faire le DE si ça craint pour toi ou je sais pas. Ouais. Ou peut-être c'est plus accessible aussi. Enfin... je pense que oui, c'est vrai que c'est assez drôle. Après, je pense que les gens qui font des formations EAT, c'est que ils savent pas trop ce qu'il y a autour en tant que formation, et parfois ça peut être leur première formation aussi. Ouais. Donc du coup, il faut une formation technique, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça. Parce qu'il n'y a pas trop de formation justement avant. Enfin, en fait, c'est soit tu fais les conservatoires ou les régionaux ou CNSM, donc les nationaux. Tu vois, il faut faire en fait un truc de structure avant. Ouais. Sinon, si t'arrives, tu sors d'assaut et là tu veux être danseur pro, il faut quand même une formation où t'as 25 heures de danse par semaine pour comprendre ce que c'est, pour que ton corps, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça en fait le truc. Ou alors t'es autodidacte et t'es hyper mature sur ce que tu fais. Mais il faut être hyper mature, tu vois. Ouais. Ou vraiment être dans un crew et y aller et genre avoir des trainings hyper réguliers. Ouais. Mais sinon, c'est très compliqué à faire ça. Surtout si t'as 17-18 ans. Enfin, faut que t'aies une équipe, quoi, tu vois. Sinon, moi, j'aurais pas pu le faire, par exemple, tu vois. Ouais, je pense pas. Ça demande beaucoup d'autodiscipline. Bah oui, c'est hyper dur, quoi. Ouais, c'est avoir confiance en ce que tu fais aussi, quoi. Ouais, franchement, je pense que c'est compliqué. Donc là, faut vraiment avoir, du coup, un entourage où, du coup, tu sais que tu vas parce que tu vas t'entraîner avec tes potes et tout, tu vois. Mais quand tu l'as pas, ça, c'est compliqué, je pense. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok. Et est-ce que t'as l'impression que le monde de la danse, c'est un monde assez petit? Ou au contraire, est-ce que tu as l'impression que... Parce que moi, des fois, j'ai l'impression
de constater autour de différentes discussions que à la fois c'est un monde un peu petit où les gens souvent ils se reconnaissent en audition ou alors que tu croises souvent un peu les mêmes personnes. En tout cas en France, je parle pour les danses académiques. Mais en même temps, j'ai l'impression que justement quand il s'agit d'audition ou de trucs, il y a énormément de monde et qu'en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est très compliqué aussi. Oui. Donc tu vois, c'est marrant et en même temps, il y a très peu de gens qui font ça après le bac. Ouais. Parce que c'est pour plein de raisons qu'on connaît, mais parce que voilà, de toute façon faire des démarches artistiques en tant qu'étude, tout ça c'est plus ou moins facile et accessible. Mais puis je pense aussi qu'il faut avoir le temps de prendre le temps de faire tout ça. Ouais. Puis ça coûte cher aussi. Ça coûte cher aussi. Ça, c'est quand même un truc assez important parce qu'il y en a plusieurs. Moi, justement, là, j'ai fait un atelier de médiation à Transfert il y a 2 semaines. Et il y avait une fille, elle a toujours voulu être danseuse. Donc, elle a fait énormément de danse et tout. Et finalement, elle n'a pas eu les sous pour se payer des formations. Elle a travaillé assez jeune pour essayer de mettre de côté. En fait, elle n'a pas réussi. Et je lui ai dit, putain, c'est con parce que franchement... faut essayer de trouver des solutions aussi sur ça parce que ça veut dire qu'il y en a qui ratent en fait leur rêve, l'opportunité, alors qu'ils auraient pu s'ils avaient l'argent, tu vois. Ça, c'est... Bon, après, c'est sûr qu'il y a tellement de gens que du coup... Non, mais c'est important parce que c'est important, c'est vrai qu'on a l'impression que, et peut-être à juste titre sur certains points, que c'est un milieu assez précaire. Ouais. Mais en même temps, qui coûte aussi de l'argent, quoi, tu vois, paradoxalement. De toute façon, je pense que l'art en général... Dans tous les cas, spectacle vivant et art en général, je pense que tu investis énormément comparé à d'autres métiers. Vraiment. Ouais. Tu vois, c'est sûr que franchement, c'est un truc de fou, quoi. Tu investis à fond, quoi. Tu investis plus que ce que tu rentres, récupères. Ce que tu récupères. Ouais. Donc bon. Et puis des fois, t'investis hyper longtemps, sachant pas où ça te mène. C'est fou, tu vois, c'est clair. Mécanisme des fois dans lesquels les gens s'y mettent en se disant, c'est pas que c'est pas grave, mais... il y a beaucoup de gens, moi j'entends, qui font des études qui n'ont rien à voir avec l'art, qui se disent, je sais pas, c'est courageux quand même de continuer, et en même temps, il y a peut-être que les gens qui, comme si c'était une évidence aussi, parce que tu veux que je fasse quoi d'autre en fait, comment tu veux que je fasse quoi. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que c'est un acharnement, et je pense que c'est pour ça que c'est très compliqué pour les gens de quitter la danse en fait. Tu vois, il y a eu plusieurs de mes amis qui étaient en mode il faut que je fasse un break. En fait, il y a plein de gens qui ont besoin de faire des breaks en danse parce que ça prend tellement d'énergie, même plus que de l'énergie. Genre quand t'es dans la danse, c'est vraiment ta vie, c'est ton quotidien, que ce soit corporel, mental, les projets, c'est tellement énorme que du coup en fait il y a des moments où t'as besoin de faire des breaks et d'autres en fait où t'as du mal à dire putain j'ai fait tout ça pour abandonner la danse, tu vois. Et ça c'est chaud en fait, et du coup ils arrivent pas à le faire et en fait finalement ils sont malheureux quand même dans la danse, et ça c'est compliqué. Oui, c'est clair. Mais pour revenir à ta question initiale, parce que là on dérive un petit peu, c'est bien. mais je pense quand même que le monde de la danse est petit. Franchement moi je revois quasiment toujours les mêmes personnes. Parce que plus tu fais de trucs, plus tu vois des gens, en fait, c'est ça déjà. Et après, il y a un peu des sphères, tu vois. Mais je pense que il y a plein de danseurs en France. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves un peu au point de repère important, tu vois, les workshops, un peu qu'il peut y avoir, les auditions. Mais en même temps, tu retrouves aussi les gens qui sont dans le même esprit que toi, tu vois. Oui, c'est peut-être plus une histoire de démarche aussi. Oui, voilà. Donc moi je dirais quand même que c'est assez petit, franchement je te dis, je revois toujours les mêmes têtes. Regarde, on s'est quand même vu à danser maintenant. C'est vrai. Mais c'est marrant. Mais du coup tu penses qu'il y a pas énormément de monde parce que justement c'est... Si, il y a plein de gens, mais... Il y a plein de... Ouais, mais tu vois c'est qu'il y a plein de gens, mais tu revois les mêmes têtes parce que je te dis, ils sont dans le même univers, dans le même univers en fait, artistique ou quoi, tu vois. En fait, c'est tout simplement ça. Parce que, par exemple, moi, je vais pas dans tout ce qui est audition, cabaret, comédie musicale, patati patata. Mais je suis sûre que tous les gens qui font ces auditions-là, ils se revoient tout le temps, tu vois. Donc, en fait, ça dépend des projets que tu cibles. Et du coup, tu revois les mêmes personnes. Mais en fait, finalement, c'est qu'il y a tellement de projets différents que, tu vois, ou de workshops, de plein. Peut-être même qu'on rencontre plus de gens que les gens qui font des études plus classiques. Parce oui, c'est clair. Attends, entre les workshops, les auditions et tout, moi j'ai rencontré énormément de danseurs, franchement.
c'est courant, quoi. Et puis après, comme tu te revois, en fait, t'as la sensation que c'était un truc de fou. C'est genre, waouh, une relation de dingue qui se crée, tu vois. Mais c'est aussi parce qu'il y a la danse qui lie tout ça. Et comme souvent les gens ils sont passionnés, forcément ça décuple le ressenti sur ce qui a été vécu ou pas. Exactement. Tu partages un truc fort, un truc sensible en fait. C'est ça. Ouais. Moi j'ai un peu terminé avec les points que je voulais aborder. Est-ce que tu veux parler de certains trucs, peut-être de ce que tu fais avec Skanda, ou si tu as des points que tu vas aborder ou revenir sur des trucs qu'on a évoqués? Bah écoute, c'est-à-dire ce que je fais avec Skanda, genre... Est-ce que tu as envie de parler de la création? Ouais, par exemple, ouais. Et bah là, donc la pièce Unsui Nuageo, donc c'est une création qui est en quatuor. Okay. Et c'est sur la thématique de l'eau. Donc en fait, on travaille sur la transformation des états de la matière, donc en liquide, gazeux et solide. Et en fait, si tu veux, le but de cette création, c'est un peu de sensibiliser les publics, enfin surtout les jeunes, justement à l'eau, en fait, déjà comment elle se transforme, et surtout prendre conscience en fait que l'eau, ça fait partie de notre quotidien, mais que finalement, c'est acquis, mais peut-être que ça sera plus vraiment acquis après, en fait. Et du coup, on n'est pas trop sur le côté environnemental, et il y a un petit peu, mais comme il y a un petit peu le côté scientifique, et il y a aussi le côté vraiment avec le lien en fait entre la vie, l'eau, les mondes qu'il peut y avoir, enfin voilà, c'est comme un cycle en fait. Spirituel aussi. Exactement. Ouais, sur la symbolique de l'eau et tout. Donc voilà, et en fait, ça sera une création qui sera danse et art numérique. Donc du coup, je travaille avec un réalisateur vidéaste qui s'appelle Pierre Arnaud. Et en fait, justement, là, on va commencer les résidences au Stéréolux en avril. Ce sera les premières résidences danse et art numérique. Et en fait, lui, il va donc faire du mapping pour projeter en fait des images d'eau qu'il va tourner, il va modifier la couleur, etc. Et en fait, ça sera projeté sur nos costumes. Ouais. Donc, on aura la sensation en fait qu'on est immergé dans l'eau. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment que le public... il est, tu vois, comme un nouveau sens, en fait. Ok. Genre, j'ai vraiment envie qu'ils se disent, putain, on n'est pas dans une salle de théâtre, en fait. Genre, on est vraiment immergé dans un univers, immergé dans l'eau. Hybride, ouais, voilà. Ça va être un gros choc, là, pour ceux qui reviennent dans les salles de spectacle. C'est clair. Bah, après, en fait, l'idée de la créa, c'est qu'elle soit le plus adaptable possible. Et l'objectif, c'est qu'on puisse la danser dans l'espace public. Ouais. Donc, avec le numérique, en fait. Donc, du coup, ce que j'aimerais, c'est que... Parce qu'on va aussi avoir un cyclo. Donc en fait on va alterner entre des images projetées sur le cyclo, projetées sur nous-mêmes, que des images, que de la danse, enfin ça va être une création vraiment hybride. Ouais. Et en fait j'aimerais que dans l'espace public ça soit projeté sur des bâtiments, tu vois vraiment en fait ce qui m'intéresse c'est que les gens ils aient la sensation, vraiment un truc immersif tu vois. Ok, c'est intéressant parce que... parce que tu vois, je pense que les gens qui, encore une fois, dans l'imaginaire collectif, quand ils imaginent des créations de danse, je pense que forcément, quand t'es un peu à pied dedans, t'es pas étonné et ça fait sens. Mais pour les gens qui sont un peu loin de ça, tu dis, non, mais si je vais voir un truc de danse, je vais voir un truc de danse. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Alors, vrai. Bon, les arts numériques avec la danse, c'est quand même un truc qu'on voit de plus en plus, en tout cas. Et puis c'est très lié surtout. Qui a émergé il y a pas hyper longtemps, mais bon, ça commence à faire un petit peu. Ouais. Mais en même temps, tu vois, là, toutes ces dimensions un peu où tu parles de réflexion autour du spirituel, autour de un peu un truc manifeste écologique. Et c'est intéressant parce que je pense que souvent les... en fait, c'est vrai que ça peut paraître évident quand t'as un pied dans la danse de dire, mais évidemment, si je vais voir une création de danse, ça va pas juste être pour me montrer des oui, mais c'est vrai que les gens savent pas. Tu vois, il y a plusieurs personnes qui peuvent venir. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que, en fait, c'est ça que j'aime bien dans l'espace public. Parce que l'été dernier, donc, on a dansé au Miroir d'eau, au hangar et au Jardin Extraordinaire. Et là, au Jardin Extraordinaire, c'était vraiment ouf. Parce que les gens, ils étaient en mode balade. Et d'un coup, ils voient une création de danse et vraiment, ils s'y attendaient pas, tu vois. Ouais. Et donc, et puis ça a été particulièrement magique vraiment au Jardin Extraordinaire parce que ça faisait sens avec la cascade. On était sur la passerelle, tu vois. Ouais. Et en fait, les gens, ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, mais merci en fait parce que c'était vraiment une rencontre. Nous, il y en a qui connaissaient pas vraiment la danse, ils avaient jamais vu un spectacle. Et ils m'ont dit, merci en fait qu'il y ait ça là, en plus, tu vois, en sortant du Covid, du confinement, je veux dire, on n'est pas sorti, mais du confinement. Et en fait, je me suis dit, c'est hyper intéressant le côté où les gens ne savent pas, enfin, ils viennent pas forcément pour ça. Et en fait, il y a une rencontre qui peut être magique en fait pour eux et ça peut aussi, et pour nous, parce que c'est une rencontre des deux côtés. Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'aimerais que la pièce soit le plus adaptable possible. Que ça soit dans l'espace public, sur une scène. J'aimerais aussi que ça soit dans des musées, dans des black box, dans des galeries. Enfin, tu vois, en fait, j'aimerais un peu que ça soit partout. Genre qu'on puisse l'adapter où on veut. Ok. Pour que vraiment Toucher un max. Ouais, voilà. Exactement. Ok. Mais Voilà. du coup, tu imagines que c'est un peu un casse-tête administratif. Oui, un petit peu. Mais bon, après, en fait, si tu veux, quand tu comprends un peu les schémas des dossiers, qui il faut contacter et tout, bah, du coup, c'est déjà plus simple, tu vois. Moi, je sais que l'idée, c'est vraiment que je m'ancre sur le territoire nantais, tu vois, le département et la région, c'est d'abord ça. Donc, si tu veux, je vais déjà me créer des socles, en fait, de partenaires. Ça va pas être beaucoup, mais ça va être des gens avec qui vraiment je vais tisser une relation, tu vois, et c'est ça, en fait, qui est important. D'accord. Donc voilà. Du coup, on sera en résidence au Stéréolux, à Transfert cet été. Et puis, on a un autre lieu qui nous accueille à Paris. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Je croise les doigts pour que tout ça, ça marche. Merci, Alice. Merci à toi.